Avec nous ce soir, du rock à l'état brut, on a le plaisir d'accueillir Yarol Poupeau. Merci d'être avec nous, musicien, producteur, guitariste. Vous avez énormément joué avec Johnny Hallyday. Bien sûr, vous avez été son directeur musical, mais on ne peut pas réduire toute votre carrière à cette seule période. Vous publiez ce livre où vous racontez votre vie de rock sur scène, dans la vie et sur les routes. Il y en a eu beaucoup de routes, d'ailleurs. Ça s'appelle Électrique et c'est chez Plomb. Alors Yarol, ça sonne très bien, mais j'ai découvert que c'était pas votre vrai nom. Pas celui à l'état civil en tout cas. Mais si vous le racontez bien, c'est assez amusant. Il y a déjà un lien avec les États-Unis dans cette histoire. Donc en fait, pour résumer, je suis né en 1968 et à l'époque, il fallait que enfin en tout cas, à la mairie où mon père a été me déclarer, il fallait que le prénom soit un prénom reconnu par l'état civil, c'est-à-dire dans le calendrier. Ah oui. Mes parents étaient fans de science-fiction. Et il y a cette nana qui est un auteur de science-fiction qui s'appelle Catherine Moore, qui a écrit beaucoup de nouvelles, en général un peu des... Vous n'allez pas nous dire que votre vrai prénom c'est Catherine quand même. Alors, c'est Yoda. Non, attendez. Ça, c'est le vrai prénom. Et ça, c'est un autre roman qui sortira, c'est un autre bouquin qui sortira plus tard. Et donc, en fait, dans ces romans de cette auteure américaine, il y a un personnage qui s'appelle Yarol le Vénusien, qui vient donc de Vénus et qui est un personnage assez marrant, qui pense beaucoup à faire la fête, qui aime la musique et qui va toujours un petit peu tirer le héros, qui s'appelle Northwest Smith, d'affaire. Il arrive, c'est un petit peu son sidekick, le mec qui vient un peu... C'est un peu son Chewbacca. Le mec étant un petit peu le mec qui a servi de modèle pour Han Solo, d'ailleurs, Northwest Smith. Et donc, ils n'ont pas eu le droit de m'appeler Yarol. Parce que c'était pas... Donc du coup, un autre auteur de science-fiction passe par là, Stanislas Lem, et donc ils m'ont appelé Stanislas. C'est pas mal aussi. Mais c'est pas mal, mais Yarol, du coup, c'est... Mais personne ne m'a jamais appelé Stanislas, à part quand il y a une lettre générale qui y a marqué Stanislas, je ne l'ouvre pas. C'est les impôts. C'est les impôts. Alors on va commencer depuis le début parce que vous n'avez pas une enfance comme tout le monde, avec une mère flamboyante, Chantal Poupeau, attachée de presse dans le cinéma. Votre petit frère, Melville, qui est l'acteur qu'on connaît aujourd'hui, on va y revenir. Mais le point de départ, c'est le King. Et ça, vous le mettez en exergue dans votre livre. Vous avez 8 ans et demi le jour de la mort d'Elvis Presley et vous avez une révélation, ce sera La musique ou rien. Écoutez cette chanson pour vous d'Elvis. J'aimerais bien vous voir danser le rock ensemble parce que c'est pas du tout le même rythme. Ah c'est vrai? Oui. Il est plus lent forcément. J'ai séduit ma femme en lui chantant Love Me Tender. Ah, c'est vrai? Mais en oui, lui c'est vrai. chantant pas. Dans un karaoké. Oui. Ah ouais. Elvis Presley, c'est la révélation absolue, j'ai l'impression, à vous écouter. Je suis pas le seul. À vous lire. En fait, quand on lit pas mal d'histoires de musiciens qui ont fait du rock'n'roll, ensuite beaucoup ont eu une révélation en voyant Elvis. C'était le cas de Johnny d'ailleurs, c'est le cas de John Lennon, c'est le cas d'énormément de gens qui se sont mis à faire cette musique après avoir vu Elvis. Je pense que moi j'ai découvert ça sur le tard, le jour de sa mort, mais je pense que quand il a débarqué dans les foyers américains au milieu des années 50, à mon avis, ça a été un choc pour plus d'un... Mais qu'est-ce qui vous plaisait chez Elvis Presley? Franchement, c'est le dur. look, il y a la musique évidemment, mais... Si on arrivait à bien définir le truc, ce serait trop facile. Je pense qu'il y a vraiment un espèce de magnétisme, de truc, c'est hypnotisant. Il synthétise vraiment tout ce qui, pour moi, représente en tout cas le rock'n'roll, ce côté animal, ce côté électrique, un petit peu dangereux, un peu voyou, mais en même temps super belle gueule. Je sais pas, il y a un truc, un rythme de fou, une voix de dingue. Pardon, mais c'est un peu anachronique par rapport à votre génération. C'est-à-dire que, théoriquement, né en 68, vous pouviez flasher sur des punks, vous pouviez flasher éventuellement sur la New Wave du début des années 80, parce qu'en 68, c'est... Oui, mais David, il découvre Elvis parce qu'Elvis meurt. Si Elvis n'était pas mort, il l'aurait peut-être jamais découvert. Non, mais c'est ça qui est fascinant. C'est comme Michael Jackson. Quand Michael Jackson est mort, les jeunes ne savaient pas qui il était. Le lendemain, c'était devenu leur chanteur préféré. Chirac, un peu. Et là, finalement, c'est grâce à sa mort qu'il revient à travers toi. Moi, il y a un truc que j'adore chez Yarol et qu'on retrouve dans le livre, c'est qu'il a un rapport purement hédoniste à la musique. En gros, il aime ou il aime pas, mais à aucun moment, il va se demander est-ce qu'il faut aimer ça parce que socialement c'est bien, est-ce qu'il y a une pause. Il n'y a jamais de pause. C'est le kiff absolu envers la musique. Et le King, c'est le kiff.
Pardon. La phrase. Le king, c'est le kiff. C'est un slogan. Attendez, je crois qu'on a une photo de vous. Vous êtes hyper mignon, tout petit, justement, habillé un peu avec le style Elvis Presley, parce que vous avez, regardez cette bouille-là. Vous avez adopté les codes complètement. Ah bah complètement, oui. Moi, je suis tombé la tête la première dedans. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai vu Elvis, j'ai découvert le... Je connaissais déjà... Notre mère écoutait beaucoup de musique à la maison. Donc, il y avait une bande-son à la maison qui était plus les Beatles, Bob Dylan, Cat Stevens, des trucs un peu plus de l'époque, du coup. Et, mais pas de rock'n'roll des pionniers comme ça. Donc, moi, je vois Elvis, je tombe bouche bée. Et du coup, après, ça a été la quête Eddie Cochran, Gene Vincent, Chuck Berry, Little Richard, il y a qui d'autre, il y a tel mec, tel autre gars. Vous avez remonté le temps, en fait. Un peu, ouais. En fait, c'est-à-dire que je me suis fait une culture, bizarrement, je me suis fait une culture musicale très chronologique. En partant de 1977, le jour où Elvis est mort, j'ai découvert Elvis du tout début, puis Elvis m'a fait redécouvrir justement alors les Beatles, les Rolling Stones, Jimi Hendrix, Led Zeppelin. C'est incroyable parce que les parcours sont inverses. Quand on voit les grands albums iconiques de cette époque, toujours dans votre tranche d'âge, bah effectivement, on va vers l'album de Supertramp, Breakfast in America, on va vers Police, etc. J'avais 8 ans et demi quand j'ai découvert Elvis Presley. Et vous aviez commencé la guitare de truc un peu comme si je voyais aussi... avant Elvis, je voulais être cow-boy. Donc il y avait aussi ce truc... Il y avait à côté des Très États-Unis américain. quand même. Ouais. Il y avait ce truc aussi, Elvis, ça m'amusait, il y avait un côté justement, c'était rigolo, c'était marrant, c'était un peu comme un super-héros ou un truc, j'avais Mais envie la de faire guitare, ça, vous l'aviez commencé à ce moment-là ou un peu après, avant? un peu après, j'ai dû commencer, les toutes premières fois où j'ai dû gratter sur une guitare, je devais avoir une dizaine d'années. Une guitare achetée à 3 fois rien. Voilà. Ça, c'est la première. Non, pas la première. La toute première, Melville à la batterie, tiens. Ouais. Non, la toute première, oui, c'était une guitare, mais vraiment injouable. Ah oui. C'était vraiment une Injouable guitare plus un truc de déco, à mon avis, à accrocher au mur qu'un vrai instrument. Et la première vraie guitare sur laquelle j'ai appris à jouer, c'était une guitare électrique, oui. Alors, c'était une Rickenbacker, ouais. Ouais, je crois qu'on a repéré une photo, mais je ne sais pas si elle ressemble exactement à la vôtre. Vous l'avez gardée? Oui, bien sûr, je l'ai gardée. Vous êtes un collectionneur, enfin vous... Non, je suis pas collectionneur dans le sens où je ne fais pas la course aux cotes et aux trucs. Et les collectionneurs achètent des guitares, les mettent de côté, les revendent pour en racheter. Ils n'en jouent pas. Ils en jouent Les pas. collectionneurs n'en jouent pas. C'est d'ailleurs des vitrines. C'est des outils. C'est des outils, c'est des instruments dont je me sers. Donc j'ai pas mal de Mais guitares. le premier rapport à la guitare, c'est un lien physique avec la guitare. Est-ce qu'à un moment vous vous dites, ça y est, j'aurai pas de plan B, c'est ce que vous racontez un peu, je serai musicien. Vous le sentez viscéralement au contact de la guitare? Oui, peut-être, oui, je pense. Je sais pas. En tout cas, la guitare, sûrement, mais la musique en général, oui. Mais comment vous apprenez? Qui vous met le pied à l'étrier? Parce que la guitare, il faut quand même une méthode. C'est tout seul dans la chambre. C'est papa, maman qui vous aide. Comment ça se passe? Non, au départ, c'est des amis de ma mère. Des copains, notamment ce mec qui s'appelle Eric Lévy, que je salue s'il nous regarde, qui est musicien, qui avait monté un groupe de hard rock dans les années 70, qui s'appelait Shakin' Street, qui avait une carrière assez courte, mais assez importante. Et donc lui, passant à la maison régulièrement, c'est lui qui m'a revendu d'ailleurs cette première guitare sur laquelle j'ai appris à jouer. Il me montrait des plans, l'intro au Carole, le riff de blues de base, et puis après un autre copain qui... Mais alors du coup, c'est un entourage de gens plus âgés. Forcément, oui. c'est ça. Ouais. Non, mais vous avez un entourage quand même assez exceptionnel, parce que comme babysitter, Isabelle Adjani... Je vais pas dormir. Vous aviez J'ai faim, j'ai soif, raconte-moi une histoire. Vous aviez quel âge quand elle vous avait babysitter? Je devais avoir une dizaine d'années, ouais. Ah oui. Ça devait être une super babysitter. 8-9 ans peut-être. Mais c'est amusant parce que vous dites que déjà aussi petit, vous étiez assez subjugué par sa beauté. C'était... Ah bah oui. Adjani, à 20 ans, c'était quelque chose. Oui. Ouais, elle était très vive. Belle, hein, d'ailleurs, mais... Elle était très vive. Il y a la radioscopie par Jacques Chancel d'Isabelle Adjani, elle a 18 ans. C'est une flèche. Ah oui. Une flèche. Elle était elle brillait, très mature. Très Vous mature. jouez au foot un peu avec Gérard Depardieu? Oui, à l'époque, oui. C'est quand même... Non, mais en fait, vu qu'elle travaillait, notre mère, en tant qu'attachée de presse, surtout dans un milieu de cinéma d'auteur. Oui. En général, un peu intello et tout. Elle travaillait beaucoup avec Marguerite Duras. Et Marguerite, donc, avait cette maison à Naufle-le-Château. Ouais. On sait. Et il y avait toute une cour autour d'elle. Et à l'époque, c'était à l'époque où, justement, elle avait tourné Le Camion avec Depardieu. Et il y avait tout autour de Marguerite et de tous ces cinéastes. Là, Chantal travaillait aussi pour Benoît Jacot. Elle avait bossé pour Téchiné. Elle avait bossé pour, plein de... Chantal Ackerman, des gens comme ça. Vous vous rendez compte, si Depardieu vous avait apporté un jambon, vous seriez devenu boucher ou charcutier?
Qui sait? Non, en tout cas, vous auriez pu choisir le cinéma. C'est ce qu'a fait votre frère. Vous, ça a été la musique. Ouais. Sans hésitation. C'est-à-dire qu'Elvis était plus sexy que Marguerite Duras. Qu'ils ont commencé la musique ensemble, en fait, avant qu'ils deviennent comédiens, et vous jouiez tous les deux. Oui, mais on a commencé la musique ensemble. En fait, Melville a fait du cinéma. Melville a commencé sa carrière de cinéma très très jeune. C'est-à-dire qu'en fait, Chantal s'occupant d'un film de Raoul Ruiz pour la promo, un film s'appelait Le Territoire. Raoul qui préparait la Ville des Pirates, il y avait un rôle d'enfant. Il avait vu Melville parce qu'elle l'avait amené à une espèce de projection de presse ou un truc comme ça, et il avait flashé sur Melville, il a dit est-ce que ça t'intéresserait de jouer dans mon film? Et c'est comme ça que Melville a commencé sa carrière de cinéma. Mais à la base, nous tous les deux, on était dans la musique, et d'ailleurs Melville a vraiment 2 carrières parallèles, le cinéma et la musique. Il a fait des albums. Et puis vous faites aussi des musiques pour le cinéma. Et j'ai ça, fait des c'est quand même musiques pour votre le lien cinéma. avec le cinéma. Il y a une autre rencontre, c'est celle avec AC/DC, enfin une rencontre en tout cas, un flash avec AC/DC que vous raconterez très bien. Donc là, on tombe vraiment dans le rock pur et dur. Et qui sortent un album cette semaine. Ouais. Hourra. Ouais. Hourra. Ouais. Vous Il avez l'air va dire moins que c'est fini depuis 82, je crois. C'est ça, Non. C'est un autre débat. J'ai Ah, pas c'est écouté quand encore en même entier, donc je ne me prononcerai pas. Mais bon, Malcolm, qui est à gauche sur la photo, c'était un peu lui la tête pensante du groupe, et malheureusement, il n'est plus là. Donc faut voir. Mais vous les avez connus? Pardon? Vous les avez connus? Pas du tout, jamais. Bon, et puis après, il y a FFF. Et là, c'est vous qui nous racontez. Parce que La FFF, il faut se remettre dans le contexte. On est à la fin des Fédération française de funk. Le funk, c'est mi-funk, mi-rock. Ouais. Le funk, c'est un mot que Yarol invente, en fait, avec Marco Prince, le leader, le chanteur du groupe. Mais il faut se rappeler ce qu'était la France à la fin des années 80, début des années 90. Quoi. Musicalement, on s'ennuyait un peu. Et dès qu'il y avait un truc qui se passait dans le rock, c'était un truc qui était très politisé. C'était le fameux rock alternatif. Alors, il y avait la Mano Negra, tout ça, mais on n'avait pas de groupe où le but, c'était juste de s'éclater live, avec de la musique, avec des influences anglo-saxonnes, et pas un truc qui faisait un peu fête de l'UMA avec les bières et tout. C'est que tu téléphones, tu le classes, tu tournes la Mais page téléphone, c'est fini. C'était fini. Téléphone, c'est séparé officiellement en 86, C'est mais c'est cuit, démodé depuis 84. Ouais. Et alors, FFF, c'était le concert. Moi, je vois le concert. C'est quand même le seul concert où j'ai vu à l'époque ma prof de français que j'avais la semaine en cours, et je l'ai vu en soutien-gorge à ce concert avec la sœur et qui dansait comme une folle. Le lendemain, je l'avais en cours et je me suis dit, il y a Toi, pas je te reconnais. Non, mais je me suis dit, c'est génial. C'est-à-dire que c'est un groupe qui ne plaît pas finalement moyen qu'aux de jeunes. pression. Il plaît à tout le monde. Il y a moyen vraiment d'avoir des fans partout. Et sur scène, c'est quand même le groupe qui a battu Mylène Farmer en victoire de la musique, Et le meilleur concert. Et Avec- d'ailleurs, ce groupe, il va faire un retour un jour ou pas du tout? Bah là, vous avez derrière vous des photos d'un retour déjà qu'on a fait en 2014. Ouais. Oui, on a refait beaucoup de concerts, effectivement. En fait, c'est un groupe. Oui, il n'est pas exclu qu'on se reforme bientôt pour refaire des concerts. On ne sait pas, c'est pas prévu, mais pourquoi c'était pas pas prévu non plus d'en faire en 2014. Mais tout était l'occasion, dantesque dans ce C'était groupe. George Clinton, quand même, qui était venu, quoi, le roi du P-Funk, qui était venu dans le clip. Quoi. Je me souviens. Tout le monde disait, mais comment ça se fait que déjà des Français qui, sur un premier album, arrivent à faire venir le roi du funk? Comment ils ont fait? En gros, c'est ça, on se dit, c'est pas possible. Quoi. Et Bah, alors si. Comment ça ils ont coûtait fait? énormément d'oseille. Oui, ça coûte beaucoup d'argent. On a ruiné l'industrie Non, mais musicale. On a pris un coup dans l'aile. l'explication, c'est aussi que c'était un groupe de vrais musiciens. C'était des gens qui étaient des virtuoses, chacun dans leur domaine. Virtuose, je sais pas, mais en tout cas, c'est des gens qui prenaient beaucoup de plaisir à jouer ensemble déjà, ce qui est principal. Et c'était des gens qui avaient compris que la scène, c'est visuel également. Et il y a une scène dans le livre qui est fantastique, c'est que Yarol se rend compte qu'il joue devant une glace, et il dit « je bouge pas, je m'ennuie, c'est pas bien ». Il comprend qu'il va falloir faire le show et passer devant, en faire trop, entre guillemets, pour attirer l'œil du spectateur. Parce que du live, vous pouvez être le meilleur musicien du monde, si vous bougez pas, que vous êtes là, au bout d'un moment, on s'emmerde. Et FFF, même quand on n'aimait pas la musique d'FFF, c'était impossible de s'embêter, en fait. Alors, Il y avait un show. Ouais. Question technique. C'est vrai que dans l'imagerie du rock, la gestuelle du guitariste, il y a toute une galerie du punk qui va casser sa guitare, au hardeux qui va se tordre en arrière et se pencher sur le chanteur. On sent que vous maîtrisez J'ai les étudié guitares. énormément. Du gars qui va qui va tenir sa guitare très près des genoux parce qu'il a une anse très longue, à Lémy qui jouait de la basse avec le micro ouvert comme ça. Enfin, il y a une gestuelle. Comment vous avez trouvé la vôtre? Comment vous l'avez un peu étudiée, quoi? C'est sûr qu'il y a toute une bestiaire. panoplie, en tout cas, d'attitudes. Non, mais c'est en essayant des trucs. Moi, j'ai pris alors. Au niveau du jeu de scène, la grande claque que j'ai prise, moi, c'est on avait eu la chance avec un groupe de hardcore, de punk hardcore avec lequel je jouais à l'époque, qui s'appelait les Cosmic Wurst.
Déjà, on est tout de suite dans l'ambiance, c'est ça que Ça veut dire j'adore. les saucisses cosmiques. Les saucisses cosmiques, ouais. Et bah ouais. Et donc on a eu la chance de faire la première partie des Red Hot Chili Peppers à l'Élysée-Montmartre en 1989. Ça fait un bon plat, tout ça. Voilà. Et il y avait donc, c'était pas encore très connu à l'époque les Red Hot Chili Peppers. Ils n'avaient pas encore eu les cartons qu'ils ont eu après. Mais il y avait ce guitariste qui venait d'arriver dans le groupe, John Frusciante. Celui qui fait l'intro de... Non. Si, exactement. C'est bien ça. Et alors, je me ouais. retrouve donc, nous on fait notre concert, ça se passe bien, et je me retrouve ensuite pour leur concert sur le côté de la scène à regarder ce qui se passe avec les techniciens et tout. Et alors là, la claque, le mec. Et donc du coup, ouais, j'ai étudié tous ces mouvements, tous ces trucs, je lui ai tout piqué. Et puis il y avait cette Je suis envie, tout. C'est honnête au moins. Oui, au moins. Non, cette mais il y envie de avait lui, fusion non, mais- aussi, de mélanger un Oui, peu le bien rock sûr. avec le groove. Quoi. C'était Complètement, ça. complètement. Il y avait lui, il y avait une autre claque aussi scénique qu'on a pris, t'en parlais tout à l'heure, c'est la Mano Negra. Manu Chao sur scène, c'était une énergie, un truc, mais, enfin c'est toujours d'ailleurs, mais à l'époque de la Mano, Ouais, c'est Mais vrai alors qu'on en a gardé. votre donc signature... c'était comme ça, des Votre signature Votre plat chorégraphique signature, sur comme on dit scène, dans les c'est quoi? restaurants. C'est la jambe insolente, comme dit ma mère qui a 80 ans. Mais quand elle voit des rockers sur scène, quand elle voyait Johnny à la télé, elle disait « Ah là là, celui-là, il a la jambe insolente ah bah voilà. Ouais, c'est bien, c'est pas ». mal. C'est pas mal comme expression. Tout ce parcours, finalement, on vous sent que vous étiez destiné à rencontrer Johnny Hallyday. Il y avait sur le chemin beaucoup de points communs d'Elvis Presley à ce goût viscéral de la scène. Ça n'a pas été une surprise, finalement, de le rencontrer. C'était presque logique, on a le sentiment. Le rencontrer, c'est un truc de travailler avec lui après, comme on l'a pu le faire. Oui, si, ça a été quand même une surprise. Enfin, parce je veux que dire, c'est un peu truc. Vous le dites vous-même, vous avez eu peur quand il a fait appel à vous comme directeur artistique et guitariste de ne pas être à la hauteur du tout. Ah bon, j'ai dit ça? Ouais, j'ai lu ça. Enfin, c'était une crainte, on se dit, en fait, on se dit, évidemment, on a c'est-à-dire peur que quand tout même. d'un coup, moi qui, alors effectivement, j'ai une histoire fantastique avec FFF, mais ça n'a pas été non plus un carton monumental. Enfin, je veux dire, c'est un groupe qui restait quand même très underground, qui s'adressait quand même à, non pas une niche, mais à un public un peu de gens averti, qui vont au concert, voilà, c'était pas un truc très grand public, ça représentait pas non plus, on n'avait jamais fait Bercy, rempli et tout ça. Donc effectivement, le fait de me confier les rênes de la tournée, enfin de la direction musicale de sa tournée en 2012 et de les arrangements et tout, c'est sûr que, alors, il y a eu quand même une sacrée pression. En plus, la tournée de 2009, il l'avait arrêtée en cours de route parce qu'il avait été malade. Donc c'est sûr qu'il y avait une grosse pression. Et puis, je sentais qu'on m'attendait un peu au tournant de la part un peu des gens qui pouvaient bosser avec lui, qui disaient bon, des jaloux. C'est quoi ce mec? Bon, des jaloux, non, pas forcément des jaloux, mais des gens qui se disent mais il est fou, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il file les clés à ce jeune mec là qu'on connaît de sorte Oui, de mais nulle part? il faut rappeler le contexte. Pendant toute sa carrière, Johnny Hallyday, sa stratégie, c'était toujours de prendre la personne qui venait d'avoir un énorme succès. Et là, c'était quelque chose de différent. C'est une époque où Johnny Hallyday a voulu faire la musique qu'il aimait. En fait, il voulait revenir à ses goûts d'origine. Donc, il rencontre Yarol, il se rend compte qu'ils aiment la même chose. Et vous le rencontrez, pardon, comment? Alors moi, je le rencontre la toute première fois, je le rencontre en 98, dans les coulisses du Stade de France, parce qu'on faisait la première partie avec FFF. Ah. Voilà. Le fameux jour, la mort dans l'âme. On n'a pas pu jouer d'ailleurs, lui non plus. Mais on a rejoué le lendemain. Donc on s'était croisés vite fait. Il était rentré dans notre loge. Je lui avais dit bon les gars, bonne chance et tout. Et je le rencontre pour la première fois réellement sur le tournage de Jean-Philippe, qui était donc le film, vous voyez. Très drôle. Voilà. Jean-Philippe Smet, en fait, avait raté sa carrière de chanteur. Réalisé par un copain à moi, Laurent Tuel, qui m'avait proposé de jouer le rôle du guitariste dans la scène finale où, enfin, il redevient Johnny Hallyday sur scène et où... Donc, on se retrouve sur le plateau. On est en train d'attendre On est avec un vrai groupe sur une vraie scène et on est en train d'attendre entre les plans avec les prises. Et on a des guitares et on commence à jouer un petit peu. Et je dis, tiens... Ah, tu connais Eddie Cochrane? Ouais, bien sûr, je connais Eddie Cochrane. Ah ouais, tu connais celle-là? Ben, bien sûr, je connais celle-là. Et comment on est? Et hop, et c'est parti. Et on commence à jammer, à faire les cons, à déconner, à jouer. Et ça a duré toute la nuit. Les mecs, en général, c'est les comédiens qui attendent les techniciens. Mais là, c'est les techniciens qui attendaient qu'on ait fini de faire les cons. Parce que du coup, c'est parti en vrille et on jouait pendant... Oui, ils étaient tous là. Attends, putain, mais... Alors, il y a une scène que vous racontez qui est très drôle, où vous dites, pour un concert privé, vous demandez à l'ingé son de monter un petit peu le volume de la voix de Johnny, qui avait fait un petit essai comme ça au débeauté. Puis après, vous dites, vas-y, monte le son. Et l'ingé son vous dit, non, vraiment, je t'assure, monte pas le son. Et là, vous le racontez très bien, la voix de Johnny, vous dites, c'est un camion que vous prenez, enfin, un 38 tonnes dans la figure. Ah ouais.
Mais c'est quoi comme sensation, en fait, quand vous entendez la voix de Johnny comme ça dans le micro? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est aussi... Il a du coffre, quoi. Ouais, parce qu'il avait une puissance vocale quand même extraordinaire. Et puis que c'est une voix qu'on connaît par cœur. Enfin, je veux dire, tout d'un coup, l'avoir pour de vrai, enfin, c'est un truc un peu... Mais est-ce que lui aussi, il n'avait pas un peu la pression de Johnny d'être, comment dire, une sorte de muse, et il fallait qu'il vous inspire. S'il allait chercher un musicien de la jeune génération, il fallait aussi que vous puissiez projeter sur lui vos aspirations musicales. Alors, je ne dis pas que c'était difficile, mais est-ce que lui-même, il se disait pas, il va falloir que je les emmène, ces jeunes-là, que je les inspire, parce que vous aviez commencé avec Elvis, après, a priori, vous n'aviez pas besoin d'être inspiré par Johnny Hallyday. Je dis ça de façon un peu provoque, mais... Non, mais de toute façon, Johnny se mettait la pression en permanence. Ah. Et ça, c'est comme ça, c'est le seul... Enfin, c'est d'ailleurs pour ça que sa carrière a été aussi longue et aussi exemplaire, c'est que le mec se mettait la pression tous les jours. Je vais monter sur scène, j'ai la pression, il faut que je défonce, il faut que je sois fort, faut que... Donc il avait tout le temps la pression, et il se la mettait lui-même. Il était un grand anxieux, un grand... pas vraiment traqueux, mais... histoire de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, exigeant. comment ça pourrait être mieux, comment est-ce qu'on pourrait changer pour que, voilà, aller plus loin. Et puis vous l'avez remis dans le rock, c'est ce que vous dites, c'est comme ça que vous appelez ce chapitre. Tu nous as rendu Johnny, le Johnny pur et dur. Et je crois que vous vouliez nous faire parler de 2 chansons. En fait, Yarol, je pense qu'il a eu l'intelligence de dire la vérité à Johnny. En gros, il n'avait pas de problème de se dire est-ce qu'il va mal prendre, bien prendre, ça. Donc il a eu l'intelligence de lui dire ce que vous avez fait de mieux, Johnny, c'est entre 68 et 1972, en gros, la plus grande période scénique de Johnny. Ce retour au rock, et il s'est dit je vais refaire chanter à Johnny Ma jolie Sarah, et on va faire des choses comme... Alors, je ne sais pas si on va entendre... On écoute Ma jolie Sarah. Ma jolie Sarah. Alors je crois qu'il y a des versions où tu fais les chœurs d'ailleurs, où il y a avec lui, enfin il est... Fils de personne. Ce chant fils de personne. Bon, et il y a évidemment ce retour à l'acoustique avec des titres comme Mystery Train, qui est quand même une des premières chansons enregistrées par Elvis. Et donc ça arrive au moment où Johnny, depuis 15 ans à l'époque, est entouré de gens qui tournent un peu vers la variété rock. Et là, il retourne vraiment au son pur qu'il aime, quoi. C'est-à-dire qu'il fait vraiment la musique qu'il aime. Et je crois que votre relation, en fait, elle vient de là. C'est un même terrain de jeu. C'est le sentiment que ça donne, c'est que vous êtes retrouvés presque sur un goût de l'enfance. Oui, c'est-à-dire qu'on avait effectivement tous les deux cette culture du rock'n'roll du début, dont on parlait tout à l'heure, qui était lié aussi à des souvenirs d'enfance. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, il n'y avait plus de différence de génération. On était 2 gamins, moi les Arènes de Lutèce, lui la Trinité, en train de parler de Cochrane, et ouais, tu connais, mais oui, mais quand il a changé, et quand il a machin, et quand il a changé de label, et puis telle autre chanson, et puis Gene Vincent, après c'était plus bien, il a fait ci, il a fait ça, ouais, mais moi je préfère ça. Et donc là, du coup, on était... Comme 2 gosses. Il avait cette culture du rock'n'roll, comme l'avait Dick Rivers, comme l'a Eddie Mitchell, c'est-à-dire qu'il parlait du rock comme un livre, il avait cette dimension-là. Complètement. Ouais. Alors, il n'était pas bloqué, évidemment, sur les années 50 et tout, il connaissait aussi, évidemment, tout le reste, mais il y avait quand même ce truc qui... c'est comme qu'on découvre quelque chose qui va ensuite complètement conditionner nos vies. C'est en général le premier truc qu'on a découvert, le premier coin de « Ah, dis non !» C'est ça qui nous marque à vie, quoi.